Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui professeur Chérif Salif Sy. On ne présente plus professeur Chérif Salif Sy, c'est l'un des plus grands intellectuels africains, sénégalais, économiste émérite. Professeur Salif Sy est président du Forum du Tiers-Monde, membre du conseil scientifique de l'Académie de la finance durable. Il est aussi membre du comité scientifique de la Revue internationale des études du développement Paris-Panthéon-Sorbonne. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal semble être dans un trouble. On est dans une confusion par rapport à la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, on est à pratiquement 6 mois de l'élection présidentielle. On ne sait pas encore qui sera candidat du camp présidentiel. Dans l'opposition, c'est encore le flou. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la démocratie sénégalaise cherche? Merci beaucoup Alassane pour l'invitation d'abord. En effet, il y a des turbulences, mais des turbulences un peu partout. Cette crise, en réalité, elle est multidimensionnelle et elle est mondiale. Vous allez en Syrie, vous allez en France, vous allez aux États-Unis. Il y a une sorte de rejet des élites qui gouvernent et de disconcordance entre ce qu'on appelle la démocratie et la perception que les masses populaires en ont. Je crois que c'est très préoccupant. C'est aux États-Unis qu'on a vu une attaque contre le Parlement. C'est du jamais vu dans l'histoire américaine. En Allemagne, une centaine de personnes ont voulu également prendre le Parlement. On voit la situation en France. Il n'est pas surprenant que dans des espaces qui sont aussi des espaces qui appartiennent à, en tout cas, des espaces soumis à la domination de l'économie dominante, il n'est pas surprenant qu'on y trouve les mêmes crises. Le problème, c'est l'origine des crises. L'origine des crises, c'est multiple. Mais fondamentalement, on observe que ce système économique dominant, il est créateur de pauvreté, créateur de marginalisation, créateur de migration et surtout créateur d'inégalité. Je crois que c'est ça qu'on peut appeler, en tout cas qu'on appelle la crise de la démocratie. C'est la crise de cette démocratisation de la société qui est un problème dans tous les pays. Et donc le Sénégal se trouve forcément dans le même type de turbulence. Mais chez nous, c'est d'autant plus grave que c'est la masse des jeunes qui ne font rien, qui suscitent vraiment des inquiétudes. Lorsque la jeunesse est inoccupée, elle peut s'adonner à n'importe quelle action, elle peut se laisser recruter par n'importe qui. Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde bien les faits, la jeunesse, elle n'appartient à personne. À personne. Quel que soit le leader politique qui sort, qui manifeste, il y a une partie de la jeunesse qui suit et ça se déroule comme ça. Cette jeunesse, on la voit se jeter à la mer. Absolument. On a une recrudescence aujourd'hui de la migration clandestine avec son lot de morts, de déceptions. On avait pensé qu'à un moment, ce phénomène avait un peu été arrêté, mais ça va de plus belle. C'est inquiétant. Non, ce phénomène ne peut pas s'arrêter à cause de l'exclusion. Le système d'exclusion fait que, même s'il n'y a pas encore une étude suffisante de tous ces phénomènes, on ne fait qu'en parler. L'exclusion fait que de plus en plus de gens se sentent mal à l'aise dans leur propre société. Ils ne se sentent pas appartenir à la même société qu'en tout cas les riches, ceux qui vivent confortablement. C'est ça qui fait que les gens ne restent pas. Et si vous regardez bien l'immigration, il y a des gens salariés. Moi, j'ai même vu 2 employés de banque qui sont partis. Ça veut dire donc que c'est une interpellation pour le leadership qui doit réfléchir sur la question qu'est-ce qui fait qu'une partie de la société ne se sent plus appartenir à la même société que le reste de la population. Ça, c'est un grand problème. Mais pourtant, ceux qui partent ne sont pas sûrs d'avoir du travail là-bas. On a vu aussi des images d'immigrés sur des ponts à Paris, à Stalingrad, s'adonner à la drogue, ou faire même de la sauvette. Oui, tenter le tout pour le tout. Et puis, il y a une sorte de naïveté. Il y a parmi les jeunes qui se disent que ça va être une sorte de chantage ou de pression sur les gouvernements, sans penser qu'ils peuvent ne pas revenir. Ils peuvent non pas joindre les pays d'accueil et qu'ils peuvent ne pas revenir. C'est dommage, c'est malheureux. Mais encore une fois, il faut une étude sérieuse sur ces questions.
un problème, lorsqu'il n'est pas bien étudié, il y a peu de chances qu'on arrive à le résoudre. Les réponses, c'est des banalités, mais ce n'est pas une étude sérieuse, une confrontation avec ceux qui reviennent. C'est la même chose avec les jeunes qui sont en prison et qui sortent. Je crois qu'il faut les écouter, faire des enquêtes, savoir pourquoi ils se retrouvent en prison, pourquoi ils sont dans la rue, pourquoi certains d'entre eux prennent les bateaux et s'en vont. C'est une question très très complexe. Mais pourquoi le Sénégal, qui était un pays qui était supposé être bien parti, qui était au même niveau de développement que le Vietnam, que le Singapour et d'autres pays, que ces pays s'en sortent? Oui. Tant bien que mal, ici on n'arrive pas à s'en sortir. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de leadership, il y a un problème d'éducation. En Afrique et au Sénégal, le manque d'éducation, il est flagrant. Et il est souvent à la base de la plupart des problèmes que nous vivons. C'est ça le problème. En Asie, le leadership, il est répressif lorsqu'il le faut. Il sait mettre de l'ordre, il sait surtout sanctionner. Il n'y a pas autant de laxisme qu'on peut observer ici en Asie et ici en Afrique. Et puis les Asiatiques ont un avantage sur nous. Je connais bien la région, ils ne considèrent pas qu'ils sont au même niveau de démocratisation de la société que les Occidentaux. Le Sénégal, ça c'est un grand problème. Nous sommes un pays qui est au premier âge, qui considère qu'il est au dernier âge, comme les pays occidentaux, en matière de démocratisation de la société. C'est ce qui fait que nous parlons beaucoup sans analyser fondamentalement et sérieusement les problèmes que nous vivons. Donc le leadership, il est fondamental. La stratégie de développement, quelle que soit, disons, son étoffe, sa qualité, ne suffit pas. Je crois qu'un leadership qui reste un modèle, un leadership qui est respectueux de la population qu'il a élue, c'est fondamental. Et au Sénégal, on est désolé de le dire, ça fera mal, mais quand vous voyez des fois certains ministres parler à la population, certains leaders de l'opposition parler à la population, même certains leaders maraboutiques parler à la population, c'est irrespectueux, c'est inacceptable. Or, le monde est en train de changer sur ce plan. Ce qui s'est passé, disons, il y a quelques années, ce n'est plus possible. Et les Asiatiques, je le répète, c'est fondamental, leadership et éducation. C'est les deux leviers sur lesquels ils ont joué. Et aujourd'hui, on voit dans quelle situation ils se retrouvent. Et c'est dramatique et dommage, surtout si on considère qu'au début de l'ajustement structurel, nous étions quasiment au même niveau. Et ils ont eu la chance aussi d'avoir refusé l'ajustement structurel et de développer eux-mêmes leur propre programme. Or, nous savions très clairement que l'objectif de l'ajustement structurel, c'était d'organiser nos pays pour qu'ils réunissent les conditions du remboursement de la dette. Donc les premières cibles de l'ajustement structurel, c'était les objectifs sociaux. Moins d'hôpitaux, moins d'écoles, c'est moins de formation, moins de jeunes bien formés et bien éduqués, surtout civiquement. Et il est regrettable également sur un autre plan que les partis politiques, dans une certaine mesure, n'assument pas ou ne respectent pas leur engagement vis-à-vis de la Constitution qui leur demande de concourir à la formation civique du citoyen sénégalais. Il y a beaucoup de défaillances de ce point de vue. On a plus de Sénégalais sont frappés comme la jeunesse de voir des hommes de qualité comme vous, d'autres Sénégalais qui sont dans les instances internationales, qui font de brillants résultats, mais qui n'arrivent pas chez eux à avoir une masse critique pour changer ces choses. C'est qu'ils ne sont pas aux affaires, ils n'ont pas de lobby qui les met aux affaires. Il y a Pategna qui vient de mourir. Des gens si brillants qu'on enferme comme ça. Et parfois, ils sont même la cible de chefs de l'État qui sont résolus à les réduire à néant, mais ça donne les résultats que nous avons. Si vous n'utilisez pas, ça c'est Frédéric List qui le disait. List, c'est un grand spécialiste allemand de l'industrialisation. C'est lui qui a développé le concept de protectionnisme protecteur. List, effectivement, il dit qu'un pays qui ne met pas à la place qu'il faut ses élites, c'est un pays qui est perdu. Je crois que nous nous trouvons dans une certaine mesure dans ce type de situation. Et c'est regrettable. Ils sont nombreux, les Sénégalais, qui voudraient servir leur pays, les Africains qui voudraient servir le pays, à qui on ne donne pas l'occasion de le faire, c'est regrettable. Mais pour la première fois, on semble être dans un cas inédit au Sénégal. Le président sortant ne se présente pas. Aujourd'hui, l'élection semble très ouverte. Est-ce que vous pensez que cette élection qui arrive aujourd'hui permettra aux Sénégalais de choisir cette fois le vrai président sur la base de programme? J'ai des doutes. Pourquoi? J'ai des doutes parce que quand vous regardez la façon que ceux qui prétendent à diriger le pays commençaient à faire la cour
à diverses couches de la population. Le populisme constant de très loin, à des kilomètres, les courbettes par-ci et par-là, on se dit on va reproduire exactement les mêmes choses. Or, je crois que nous allons vers une transition déterminante, fondamentale pour le Sénégal. J'aurais souhaité quand même que l'équipe qui va gouverner le Sénégal soit une équipe de mobilisation des ressources nationales, surtout les ressources humaines dans leurs diverses compétences. Et que vraiment, ce soit un gouvernement très ouvert qui mette l'accent sur le civisme et la réorganisation des institutions, je crois, de la République. Mais j'ai des doutes vraiment. On va vers de très grandes coalitions avec des chantages, surtout si jamais il y a un deuxième tour, il va y avoir des chantages pour que des postes de ministres et de cela. En tout cas, rien n'indique. Les programmes écrits, ça ne veut rien dire. Les textes sont toujours beaux. Ils sont toujours bien écrits, ils sont toujours bien faits. Mais c'est dans la démarche des gens, en les regardant, la stratégie, le déploiement sur le territoire, la façon de mobiliser, la place qu'on donne dans le discours et dans les faits à la femme et à la jeunesse. Ce sont les deux catégories les plus touchées lorsqu'il y a des crises, mais la place également qu'on donne à la science dans une société qui devient de plus en plus scientifique. Je crois que le savoir, aujourd'hui, il devient la ressource centrale de toutes nos sociétés. Et on ne le sent pas, je n'ai pas... En tout cas, je leur donne leur chance, mais je suis encore sceptique. Avec l'ex-parti PASTEF, on avait semblé qu'il y a un petit frémissement, qu'il y a une jeunesse mobilisée qui était d'ailleurs un leader, qui voulait changer les choses. Mais au résultat, les gens semblent être déçus par les erreurs que ce leader a commises et surtout par les gens qui l'entourent, qui sont de la gauche, qui sont comme expérimentés. Non, c'est dans l'action, justement, pas dans le discours, pas dans le déploiement sur le terrain. C'est dans l'action qu'on mesure vraiment, disons, les politiques à venir, les comportements à venir. Et malheureusement, le déploiement sur le terrain de ce parti a dévié, a véritablement dévié. L'objectif, c'était de s'inscrire dans une bataille d'idées politiques, dans une compétition politique, mais à un moment donné, objectivement, ce n'est pas seulement mon avis, beaucoup de gens le disent, il y a une déviation, le PASTEF a semblé donner l'impression d'attaquer l'État et les institutions. Et ça ne se fait pas. L'État et les institutions, ça ne paye pas. On a vu qu'avec la Commune de Paris, au bout de 27 jours, tout le monde a été écrasé. Je crois qu'il y a toutes ces leçons qu'il faut retenir de l'histoire. Mais à un moment donné, je regrette simplement que les élites qui sont autour d'eux, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, n'aient pas guidé dans les directions à aller ou à ne pas aller. Je crois que cela n'a pas été fait. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes tous tristes de voir non pas seulement le leader du PASTEF en prison, mais ils sont nombreux à être en prison. Et ça, ce n'est pas une honte. Ça, je vous le dis, hein, la France passe son temps à mettre tout le temps, la semaine dernière, le mois dernier, il y a 18 associations qui ont été complètement rayées de la carte. Hein. Au mois de février, un parti politique a été suspendu. Et ça, Mélenchon même a crié haut et fort son approbation pour cette décision. Je crois que ce n'est pas seulement ça le problème, mais la détresse dans laquelle on installe toute cette jeunesse qui avait de l'espoir dans le parti, qui rêvait de pouvoir être installé aux affaires et diriger le pays. Et ça, aujourd'hui, c'est hypothéqué par ce qui se passe aujourd'hui. Tantôt, vous parlez de moment de l'histoire. Les BRICS se réunissent en Afrique du Sud. On voit aujourd'hui ces pays qui veulent changer un peu la donne sur le plan international de l'économie. Est-ce que vous pensez que c'est un moment historique, là? C'est un moment historique. Et les résultats d'hier, encore plus historiques. Arriver quand même à intégrer l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, c'est une prouesse qu'il fallait réussir. Mais moi, je m'attendais à tout ça. Le rejet de l'Occident, malheureusement l'Occident qui ne veut toujours pas voir que les choses évoluent, qui refuse d'analyser, qu'il y a une sorte d'entente collective sur tous leurs médias pour crétiniser les autres. Ils continuent au lieu de changer de comportement. Alors quand on voit cette réussite qui part d'une frustration, parce que les BRICS sont nés aussi à partir d'une certaine frustration qui montrait que les Occidentaux dirigent le monde, ne veulent ni écouter ni entendre le reste du monde. Alors aujourd'hui, vraiment, je crois que c'est une très, très, très grande réussite. Mais il y a des choses qu'il faut quand même rectifier. Les Occidentaux continuent à manipuler l'opinion. Les BRICS n'ont pas pour vocation, ils ne l'ont jamais dit nulle part, de faire tomber le Fonds monétaire, la Banque mondiale, non. C'est une offre
de démarches et d'institutions multilatérales qui vont se retrouver ensemble dans notre environnement, donner plus de marge de manœuvre, plus de possibilités aux pays du Sud. C'est ça l'objectif. Est-ce que ça, c'est pas dû à quelque part que vous avez 4 agences internationales d'information qui tiennent peut-être pratiquement 95% de l'information mondiale? Mais c'est ça qui est extrêmement grave. J'ai lu encore ce matin un autre article, je l'ai dit l'autre jour. C'est ça le problème. Le contrôle de l'information, c'est fondamental pour la domination du monde. Et aujourd'hui, nous connaissons les 4 agences. Il y a l'agence allemande, il y a la DDA, l'agence allemande, il y a l'agence Reuters, il y a AFP et il y a la Société d'Amérique. Ces agences détiennent et produisent, contrôlent, organisent et détiennent 90% de l'information produite sur la planète. Et les autres, les journaux, les organes comme vous, etc., ne diffusent que 1% de cette information. Ça aussi, ça leur donne un pouvoir énorme pour manipuler l'opinion. Et c'est ce que nous voyons. Mensonges et manipulation gouvernent les médias occidentaux aujourd'hui. Ça, il n'y a même pas de discussion sur le sujet. Et en Afrique, il n'y a pas d'alternative par rapport à ça, justement. Abdoulaye Wade avait pensé un peu à créer la RTA, mais qui a fait long feu. Mais l'Afrique, il y a un paradoxe. L'Afrique, c'est la région du monde où le désir d'unité est le plus fort. Mais c'est dans l'Afrique où on n'arrive pas souvent à grand-chose. Pourquoi? Au-delà du discours, parce que les Africains n'ont pas confiance en eux. Nous connaissons, moi j'ai participé à des réunions internationales, des sommets de chefs d'État. Mais à la pause de la réunion, tous les autres chefs d'État du monde savaient ce que les chefs d'État se sont dit. Ça, beaucoup de chefs d'État l'ont dénoncé et en souffrent. L'Afrique reste encore dans une large mesure déterminée par l'extérieur. Ça continue, ça fait 500 ans. Et je crois que ça, ce n'est plus tenable. Est-ce que cela, c'est le fruit de l'histoire, de la colonisation, des mentalités qui sont formatées, à ce que l'Africain, à chaque fois qu'il voit le blanc, il pense qu'il est supérieur à lui, qu'il est redevable quelque part? La détermination par l'extérieur n'est pas un fait de l'histoire, c'est une construction humaine. C'est une construction humaine. Il y a des rapports de force qui, à un moment donné, sont en faveur des maîtres du monde, comme je les appelle. Moi, je suis en train de réfléchir comment la trajectoire de l'Afrique a changé durant la période mercantiliste. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour une société qui était au même niveau quasiment que les 2 autres blocs du monde? Parce qu'à ce moment-là, en l'an 1500, il y avait 3 pôles sur la planète. Les 3 pôles, la différence entre le premier et le dernier ne faisait pas 1 à 2. Aujourd'hui, l'Afrique est distancée et le décalage est très loin. Il y a des gens comme Magnusson, comme d'autres, qui ont réactivé le travail de Magnusson, qui disent que le décalage entre l'Afrique et ses puissances à ce moment-là est de 1 à 32. Vous imaginez le recul de l'Afrique. Et ça se constate. Vous étiez là pendant l'ajustement structurel. Au début de l'ajustement structurel, notre part dans le commerce mondial était de 8%. Aujourd'hui, nous faisons moins de 3%. Et tout ça parce que l'Afrique ne veut pas s'unir. À un moment où la tendance dans l'économie mondiale, c'est la régionalisation, c'est-à-dire les organisations régionales. Ce manque de confiance. On n'a pas de la départ, on n'a pas de la ZLECA. Jusqu'à présent, ça ne bouge pas comme ça. Il y a un autre aspect avant de parler de la ZLECA. Il y a aussi un fait extrêmement grave qu'on a vu récemment au Sénégal et ailleurs. À un moment donné, moi j'avais des frissons en voyant chanter, en voyant plébisciter la France et le blanc. Tout ça, c'est désolant de voir des jeunes demander un autre tuteur. Non, au lieu d'être résolus de changer eux-mêmes leur situation et la situation de leur pays, on veut toujours monter à califourchon sur le dos de quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on voit au Niger, qu'on voit aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, remplacer la France par les Russes. Mais exactement, ça je ne suis ni pro-russe ni anti-russe. J'étais là-bas récemment, invité par des amis. Je n'étais dans aucune délégation gouvernementale. Il y avait l'Académie des sciences, il y avait d'autres groupes, le MIR, etc. Mais effectivement, c'est inquiétant. Les Russes même ne veulent pas. Si vous discutez sérieusement avec la Russie, ils disent qu'on ne veut pas tomber dans ce piège. Hier encore, il y a eu une déclaration, il y a eu l'interview de Sergei Lavrov, un des diplomates les plus brillants en ce moment, incontestable, un véritable stratège. Il dit ça, ce n'est pas notre objectif. Il revient aux Africains de prendre le destin en main
et de comprendre que c'est à eux de changer leur être, sinon quelqu'un d'autre ne va pas le changer. Mais pourquoi cette incapacité à prendre nos décisions en main? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est qu'ils se sentent, ils disent qu'ils ne peuvent pas. Ils ne croient plus, la jeunesse ne croit plus à l'élection. Les élites continuent à dire que nous sommes dans une société démocratique, ce qui est une aberration, des contradictions extraordinaires, donc de déception en déception. D'ailleurs, je l'ai dit dans mon discours en Russie, certains Russes ont dit qu'on ne leur a jamais parlé comme ça, de déception en déception depuis 50 ans. Ce n'est pas possible, la jeunesse, elle est livrée à elle-même en réalité. Elle n'est pas éduquée, on fait du populisme sur elle en disant qu'elle est en avance sur les États. Mais d'ailleurs, ce comportement au Niger prouve qu'elle n'est en avance de rien du tout. De chercher un autre maître, c'est impensable. Il faut être maître de soi-même et de son destin. Mais quel est le travail qu'il faut faire, professeur? Mais l'éducation, c'est pas... C'est pour ça que moi, je suis non électoraliste. Je suis pour l'éducation là où je suis, là où je peux le faire. Mais l'électoralisme, c'est une compétition pour prendre le pouvoir, s'y installer et même en abuser. Je crois qu'il faut des élites intellectuelles véritablement qui ne cherchent aucunement le pouvoir, qui sont dans les organisations de la société non politique, je ne dis pas civile, je n'ose pas dire société civile, parce que les sociétés civiles se politisent de plus en plus, mais il y a des organisations qui ne sont pas dans la politique. Il faut que ces gens-là se cantonnent là-dedans et travaillent à avoir des lobbies dans les parlements, parce que c'est dans les parlements qu'on change les choses. Nous, on ne peut que travailler sur la base d'hypothèses, n'ayant pas le pouvoir réel. Parce que ce qu'il faut éviter pour un intellectuel, c'est de confondre l'état fictif et l'état réel. Ça, même des chefs d'État qui étaient insuffisamment préparés, quand ils sont arrivés au pouvoir, avec la première confrontation avec l'état réel, ils ont voulu démissionner. Absolument. Ça existe. Donc, que des gens travaillent pour conquérir le pouvoir, mais qu'ils soient sincères, d'une grande probité morale et intellectuelle, que les autres continuent à éduquer la population. Mais beaucoup estiment qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est le seul continent au monde où on enseigne l'histoire des autres à ses enfants, en oubliant notre propre histoire. Mais oui, c'est ce que j'ai appelé. Je dis toujours que l'Afrique, et c'est un fait réel, est la seule région du monde déterminée par l'extérieur sur tous les segments du développement sans interruption depuis 5 siècles. C'est inédit dans l'histoire humaine. Que encore aujourd'hui, des jeunes Africains considèrent que le savoir est blanc, la technique est blanche, etc. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que nous avons failli. Des générations ont fait énormément de travail. Tout ce qui arrive aujourd'hui avec les passifs, mais c'est le résultat des anciens. La route depuis la période coloniale, c'est-à-dire le sursaut, en passant par la période panègre entre les deux guerres, mais cette route est pavée de sang. Je crois que c'est le sang de ces gens-là. Des gens ont donné leur vie. Ils n'ont rien eu dans la vie. Lamine Conté, Garan Kouyaté, Cheikh Anta Diop, ils n'ont rien eu, aucun confort de vie. Et pourtant, l'Afrique est confrontée à une situation extraordinaire, inédite. Nous sommes dans la digitalisation, c'est un outil extraordinaire de transformation des sociétés. Quand on voit la Chine, TikTok, ce que les Chinois mettent dans TikTok, c'est l'éducation et la science. Mais chez nous, c'est autre chose. Mais la digitalisation, il y a, je crois, une note qui vient de sortir par le patron du Gaïndé 2, je l'ai lu ce matin, et il dit des choses vraies. La digitalisation se limite au bureau des grands patrons et des intellectuels, mais même dans les services à la base, mais il y a un mur. Vers la population, il n'y a rien de digitalisé. Essayer d'avoir un extrait de naissance, ça c'est un grand problème. Et la Chine a raison. La Chine, ce n'est pas n'importe quel pays. Je m'en suis rendu compte ici avec la Russie. Tout est organisé. Il y a une prise en charge réelle de la population. Et la Chine, sa grande prouesse, imaginez, en 1977, 770 millions de personnes pauvres dans la pauvreté. Aujourd'hui, ils ne font que 3,2%. Je crois qu'il faut quand même être déterminé. Donc, avoir les outils techniques, le savoir-faire, les meilleurs ingénieurs au monde, les meilleurs professeurs, ça ne suffit pas. Le point de départ, c'est la volonté de changer la situation. Et ça manque souvent en Afrique, malheureusement. Chérif Salifsi, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV, avec un immense plaisir que nous vous recevons, de bonheur et immense quand nous vous recevons et que vous parlez des choses très intéressantes et très
factuelle et très utile pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie émérite. Vous êtes aussi président du Forum du Tiers-Monde, membre du comité scientifique de l'Académie de la finance durable. Vous êtes aussi membre du comité scientifique de la Revue internationale des études du développement Paris-Panthéon-Sorbonne. Merci infiniment d'avoir intervenu sur la ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.